Oui, j'ai j'ai plusieurs questions, mais bon, je vais essayer de cibler. Par rapport au droit d'auteur, je trouve qu'il y a un souci par rapport à la déontologie de l'interprète, parce que dans cette déontologie, vous avez parlé donc du secret professionnel, de la neutralité, de la fidélité du message. Et pour moi, je trouve qu'il y a un conflit entre les droits d'auteur et la déontologie. Parce que à partir du moment où il y a fidélité, pourquoi des droits d'auteur? Alors, j'ai aussi une deuxième question. Pardon, je suis désolée, hein, je fais bref parce que j'ai énormément de questions et je voudrais laisser la place aux autres aussi. Des interprètes qui sont à la télévision. Bon, il peut y arriver qu'il y ait des maladresses et du coup, c'est quoi enfin, du coup, comment je peux contrôler, comment je peux faire ensuite confiance, comment je peux contrôler ça, enfin, comment les personnes sourdes peuvent avoir confiance en l'interprète qui va commettre des erreurs, ça veut dire que si l'interprète commet des erreurs, donc de fait, c'est un interprète qui apprend, enfin, c'est une personne qui apprend la langue des signes, c'est pas un interprète. Et alors peut-être que les interprètes qui ne veulent pas passer à la télévision, c'est parce qu'ils ne se sentent pas capables de passer à la télévision et que, enfin, du coup, il peut y avoir des petites erreurs et du coup de pouvoir rattraper l'interprétation. D'accord, c'est humain, l'erreur est humaine, il n'y a pas de souci. Mais lorsqu'il y a pendant 3 heures, un interprète est filmé et que pendant 3 heures, il y a des erreurs. En fait, les deux questions sont liées, justement. Le fait, donc tu parlais du secret, lorsqu'il est question de droit d'auteur, donc c'est pour être filmé et donc pour des traductions qui seront enregistrées et diffusées. Donc là, il n'y a plus de secret puisque c'est diffusé. Voilà. Le secret, c'est pour des situations où justement il s'agit d'informations qui ne seront pas diffusées à l'extérieur. Quand l'interprète traduit à la télévision, évidemment, il n'y a pas de secret, puisque c'est diffusé à la télévision, c'est difficile de garder le secret. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est que, par expérience, je peux dire que un certain nombre de situations sont encore plus stressantes que d'habitude. Souvent, quand on est appelé à traduire, on est souvent au départ mal à l'aise parce qu'on ne sait pas comment ça va se passer. Mais en plus, lorsqu'on sait qu'on va être diffusé, par exemple à la télévision et vu par et potentiellement des millions de gens, en dehors de la traduction elle-même, il y a un stress qui est évident et il faut au minimum quelques années d'expérience pour pouvoir vraiment assumer ce stress. Voilà. D'autant plus que, pas tous, mais un certain nombre d'interprètes, au moins ceux qui travaillent depuis un certain nombre d'années, à tous il nous est arrivé des expériences entre guillemets malheureuses où il y a 10 ans, 15 ans, on traduisait par exemple des petites réunions pour des associations et on nous disait oui mais on te filme mais c'est rien, c'est juste pour l'association, pour garder une petite trace, une mémoire, t'inquiète pas. Et puis 15 ans après, on voit ces vidéos qui sont là largement diffusées. On se revoit avec toutes les maladresses qu'on a pu faire lorsqu'on débutait. C'est pas toujours agréable. Du coup, le fait qu'un certain nombre d'interprètes ait eu des expériences malheureuses fait que maintenant, donc la FILS, l'Association française des interprètes en langue des signes, demande que pour toute production qui est enregistrée, il y ait l'autorisation expresse de l'interprète. Et l'interprète, si lui-même ne se sent pas suffisamment à l'aise dans la traduction qu'il a faite, qu'il ait le droit de refuser. Là, je vois le signe, tu demandes la question du financement. Ça dépend. Dans un certain nombre de cas, lorsque on est prévenu à l'avance que telle prestation donc, sera traduite et en plus filmée, le prix de l'enregistrement est compris dans le forfait. D'autres fois, lorsque on nous
demande après coup, par exemple, de pouvoir enregistrer, de pouvoir diffuser un enregistrement, là, on peut demander un financement supplémentaire pour le travail de la traduction et le fait de sa diffusion, quoi. Voilà. D'autres questions? Bonsoir à tous. Oui, j'aurais une question par rapport plus à l'avenir des interprètes, parce qu'effectivement, avec les nouvelles technologies, les centres relais, entre la visio-interprétation, enfin, viable, websourd, la possibilité de signer via le portable, maintenant cette possibilité d'avoir aussi des petits ordinateurs pour pouvoir traduire, enfin, avoir un interprète à distance. Est-ce que vous pensez que, du coup, l'interprétation risque de se mécaniser et que, du coup, on ait de moins en moins besoin d'interprètes humains? Ça, c'est un rêve. J'attends que l'interprète soit là. C'est un rêve. Et si ça existait, ce serait formidable pour les sourds. Nous, on trouverait d'autres travails, c'est pas grave. Mais franchement, c'est pas la peine de rêver. C'est loin d'être arrivé. Non seulement pour la langue des signes, mais pour toutes les langues. Ce qu'on appelle le TAL, le traitement automatique des langues. Donc c'est un domaine qui est très à la mode, où il y a beaucoup de recherches. Mais vous pouvez faire l'expérience, bon, tout le monde connaît Google, par exemple. Et dans Google, vous pouvez demander de la traduction automatique. Vous verrez que les traductions sont souvent incompréhensibles. Donc même pour des langues qui sont archi connues et étudiées depuis des siècles, comme le français et l'anglais, ils n'arrivent pas à faire des traductions correctes. Donc en plus pour une langue qui commence juste à être étudiée au point de vue linguistique, donc bon, ça, on est extrêmement loin de pouvoir faire des traductions automatiques. Il y a quelques essais de personnages animés qui signent. Mais la plupart du temps, ce ne sont jamais des traductions automatiques, c'est du dessin animé. C'est des personnages qui sont dessinés en train de signer, voilà, avec les avatars. Websourd est en train de réfléchir dessus, il y a un certain nombre de réflexions là-dessus. Si ça vous intéresse, il y a régulièrement des colloques qui sont organisés sur cette question, des avatars en langue des signes. Notamment avec Patrice Dalle, un ingénieur qui était l'ancien président de la classe bilingue de LPE de Toulouse. Juste un petit mot à propos des recherches linguistiques, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Donc, pendant très longtemps, la langue des signes n'était pas analysée par les linguistes. Traditionnellement, c'était les langues vocales qui faisaient l'objet d'études linguistiques. Ces recherches linguistiques ont commencé dans les années 70 aux États-Unis avec un linguiste célèbre qui était à Gallaudet, donc l'Université pour les sourds à Washington, un linguiste qui s'appelle Stocco, qui a commencé à faire les premières descriptions en langue des signes, enfin descriptions linguistiques sur la langue des signes. Par la suite, donc, il y a eu dans les années 80 quelques chercheurs qui ont commencé en France, notamment un qui s'appelle Paul Jouison. Son signe, c'est jambe qui boite, et qui depuis est mort. Et à l'heure actuelle, il y a donc un professeur de linguistique qui est très connu dans le monde des sourds, qui s'appelle Christian Cuxac, donc qui est à l'Université Paris 8. Et c'est lui qui a fait beaucoup de choses autour de la langue des signes, d'une part pour commencer à décrire linguistiquement la langue des signes, avec tout un tas de phénomènes linguistiques, notamment ce qu'on appelle les transferts. Donc c'est des signes qui évoluent sans arrêt. Donc, là, c'est l'ancien signe. Maintenant, c'est transfert. Bon, c'est en pleine évolution. D'ailleurs, si vous regardez les programmes d'enseignement de la langue des signes au collège et au lycée, donc c'est quasiment tout de la théorie de Christian Cuxac qui est développée dedans. Si vous vous intéressez à la langue des signes, vous pouvez lire le livre de Christian Cuxac paru en 2000 qui s'appelle La langue des signes, les voies de l'iconicité. Bon, je ne vais pas continuer parce qu'il y aura beaucoup de choses à dire. C'est un sujet passionnant, la linguistique de la langue des signes.
J'ai une question. J'ai souvent besoin d'un interprète pour différentes situations et souvent on me demande de transmettre les écrits avant. Il y en a qui me demandent de transmettre ce que j'ai préparé avant, d'autres non. Voilà, il y a des différences entre les interprètes. Certains me demandent, d'autres non. Voilà, merci. Exactement comme pour les interprètes anglais ou allemands ou de n'importe quelle langue. Je peux vous dire par exemple que moi-même, donc je suis intervenu dans des conférences internationales où il y avait plusieurs interprètes, y compris des interprètes donc français, anglais ou d'autres langues. Et de fait, j'ai fait exactement la même constatation, c'est-à-dire que les interprètes sont de niveaux différents. Certains sont d'excellente qualité, d'autres juste ce qu'il faut, quoi. Et chacun a aussi ses propres méthodes, ses propres manières de se préparer. Ça dépend aussi beaucoup des situations. Si on sait par exemple que vous allez faire une intervention un peu plus de type poétique, entre guillemets, là, comme je le disais, c'est un des domaines où il est plus difficile de traduire. Donc on aura plus facilement tendance à vous demander effectivement une expression poétique, comment vous-même vous l'exprimeriez en français, pour mieux s'adapter à ce que vous voulez dire. Si c'est une conversation quotidienne à la banque, par exemple, on aura moins besoin de préparation, de vous demander comment vous diriez tel ou tel terme, parce que ce sont des termes qui sont entre guillemets officiels, un vocabulaire qui est strictement défini. Donc il y a moins d'ambiguïté, si vous voulez. Donc ça dépend aussi des situations, des thèmes, des sujets de discussion. Ça dépend aussi, bien sûr, de l'expérience de l'interprète. Quelqu'un qui a 15 ans d'expérience comme Alain Baxi, Patrick Gache, etc., ou Francis Yegli ou d'autres, seront beaucoup plus à l'aise parce que ils ont déjà vécu des situations similaires, donc ils traduiront plus facilement. Un interprète qui débute, bien sûr, aura plus de difficultés, aura plus tendance avant à vous demander vous poser plus de questions avant. Voilà. Moi, je voudrais peut-être qu'on revienne un petit peu sur la question du prix de l'interprète, puisque, en tout cas, je sens bien que dans la région, mais je pense que c'est pas que dans notre région, mais cette question du tarif, puisque du coup, parfois, on fait plus appel à un ami ou à quelqu'un qui sait signer, et plutôt qu'à un interprète, parce que ça évite de le payer, parce que c'est cher, parce que soi-disant, enfin, c'est cher, mais à la fois, moi, je fais du théâtre et quand je donne mon tarif horaire, on me dit « Ah, c'est beaucoup trop cher », donc on préfère prendre un animateur théâtre plutôt ou un animateur qui va bidouiller un petit spectacle, voilà. Donc je voudrais qu'on revienne un peu sur ce sujet-là, parce que du coup, c'est quoi qu'on paye, et quelle est cette valeur-là, quoi. Et aussi, et peut-être ouvrir sur la question de est-ce que c'est... Moi, j'aurais envie de soulever comme... Je n'ai pas la réponse, mais est-ce que c'est... Parce que du coup, de plus en plus de gens apprennent la langue des signes, notamment dans la région. Depuis 4 ans, il y a beaucoup de gens qui ont découvert la langue des signes et qui prennent des niveaux et qui s'improvisent aussi, interprètent, et qui ont aussi créé aussi toute cette non-reconnaissance de l'interprète, finalement. Alors, en fait, il y a 2 questions différentes. Pour la question du prix, c'est vrai que c'est une question, c'est normal, c'est une question qui revient souvent. Il y a évidemment quelques différences selon les institutions, selon les régions, etc. Mais en gros, tous les interprètes, on touche pour un débutant environ 1 500 €. Et avec de l'expérience, on va à 2 000 environ euros. Bon, parfois un peu plus. Notamment ceux qui travaillent pour la télévision gagnent plus. Mais ça, c'est tous les métiers qui sont à la télévision. Bon. Donc, c'est pas énorme pour un bac+5. Au contraire, la plupart des interprètes trouvent que c'est pas assez. En même temps, c'est vrai que lorsque des sourds doivent payer surtout de leur poche, évidemment, ça paraît trop cher. En même temps, il faut relativiser. Maintenant, il existe de plus en plus de possibilités de financement, notamment par ce qu'on appelle la PCH, donc la prestation de compensation. Et je ne sais pas ici à Limoges, parce que je ne connais pas la communauté sourde ici de Limoges, mais dans d'autres communautés que j'ai vues, je sais que la majorité des sourds préfèrent garder cet argent pour les travaux de la maison, pour des voyages, etc., plutôt que pour payer un interprète, alors que théoriquement, c'est de l'argent qui est fait pour ça. Donc
bon, il faut aussi relativiser. La deuxième question, c'était donc les gens qui apprennent la langue des signes. De fait, dans certaines, comme je le disais, l'interprète, c'est pas la panacée. Dans un certain nombre de situations, l'interprète, c'est pas forcément toujours la meilleure solution. Dans certains cas, le mieux, ce sera de faire appel à une personne sourde compétente, par exemple pour faire des visites guidées dans des monuments historiques. Il y a, entre parenthèses, des sourds qui sont agréés comme guides officiels des monuments nationaux. Et vous pouvez faire appel à eux pour faire des visites avec tout un bagage historique beaucoup plus intéressant, par exemple. Dans d'autres cas, il n'y a pas besoin d'interprète pour une discussion simple dans un bar sans aucun enjeu. Il n'y a pas besoin de payer un interprète. Quelqu'un qui connaît les signes peut se débrouiller. Par contre, vous n'aurez jamais la garantie de la qualité. Et pour notamment la personne sourde, si un certain enjeu dans la traduction, que ce soit par rapport à un examen, par rapport au tribunal, par rapport à tout un tas de situations où il y a de l'enjeu, un rendez-vous avec un patron, une évaluation, etc., il vaut mieux faire appel à quelqu'un qui garantisse un minimum de qualité plutôt que quelqu'un qui n'est pas diplômé ou qui a échoué à un diplôme et donc dont vous n'êtes pas sûr de la qualité de son travail. Voilà. Bonsoir à tous. Je me posais la question par rapport aux scolaires, puisque les enfants sourds sont de plus en plus scolarisés dans les écoles, et on fait donc de plus en plus appel à des interprètes. Donc, là, on voit des situations où effectivement, là, tout de suite, les interprètes font des relais toutes les 20 minutes, etc. Ce qui n'est pas le cas dans le scolaire, puisque toute la journée, un interprète va traduire. Et cette question de relais me gêne beaucoup. Je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, c'est une question très intéressante, qui est l'objet de nombreux débats, y compris entre interprètes. Et de fait, entre interprètes, on n'est pas tous d'accord. Par exemple, certains interprètes, maintenant, souvent refusent de traduire dans le domaine scolaire, surtout vis-à-vis des petits-enfants. Parce que pour pouvoir bénéficier d'un interprète, il faut comprendre la situation de traduction, il faut comprendre quelle est la place de l'interprète, comprendre que, notamment, un interprète, ce n'est pas le professeur. Il y a un certain recul à avoir vis-à-vis de la langue, et pour des petits-enfants, c'est pas évident. C'est compliqué, parce que de fait, typiquement, le scolaire, c'est un domaine où, à mon avis, l'interprète, c'est pas la meilleure solution. Si on prend par exemple les classes bilingues de Poitiers, donc ce sont des classes mixtes avec à la fois enfants sourds et enfants entendants, et en même temps, il y a deux intervenants, un enseignant entendant et un enseignant sourd. Mais ce n'est pas un interprète, ce sont deux enseignants. Et donc, qui chacun donne un enseignement de qualité directement aux enfants. À mon avis, ce type de solution, c'est meilleur que de faire appel à un interprète, parce que dans le domaine scolaire, il y a toute une question de pédagogie. Et forcément, le fait de s'exprimer en français ou de s'exprimer en langue des signes fait que normalement, la pédagogie sera différente. La pédagogie doit être adaptée au type de communication que l'on utilise, et notamment, puisque la langue des signes, ça j'en ai pas parlé, mais fait appel à tout ce qu'on appelle la pensée visuelle, donc tout un tas de mécanismes cognitifs qui sont très particuliers, qui sont différents du français ou d'autres langues vocales. La pédagogie doit aussi être adaptée, notamment s'appuyer beaucoup plus sur le visuel. Le fait de faire appel à un interprète, c'est pas son rôle de faire de l'adaptation pédagogique, donc lui il fera que traduire, mais la pédagogie utilisée par l'enseignant entendant pour des enfants entendants ne sera pas forcément adaptée à des enfants sourds. Voilà. Donc à mon avis, ce que vous dites est vrai. Bon, en plus, le fait que de devoir se relayer, c'est en plus gênant, ça peut être gênant pour les personnes présentes, comme vous le disiez. Cependant, je peux vous dire que, par exemple, quand je traduis les cours à l'université, pour des cours qui durent 2 heures ou 3 heures, il y a vraiment besoin de relais, parce que, surtout à des niveaux comme ça.
pour des tout petits, un même interprète peut intervenir plus longtemps. Mais à mon avis, ce n'est pas la meilleure solution. Et il faudrait, si vous êtes concerné, que vous vous battiez pour, par exemple, regarder ce qui se fait dans les classes bilingues à Poitiers ou à Toulouse et essayer de s'en inspirer pour faire évoluer l'académie ici pour s'orienter vers ce type de solution. Voilà. Moi, j'ai une question. Donc, on a les entendants aussi souvent envie de poser des questions, mais c'est peut-être un peu flou. Concernant la loi, la loi dit que niveau B2, compétence niveau B2 en langue des signes. Voilà, pour pouvoir être à l'aise en langue des signes, voilà, pour avoir des compétences, connaissances de langue des signes. Par exemple, les infirmières à l'hôpital, par exemple les infirmières, qui ont cette formation et ce niveau compétence B2 en langue des signes. Les infirmières donc, peuvent utiliser la langue des signes pour communiquer directement avec les personnes sourdes, les patients sourds. Et si un jour il y a un rendez-vous avec un médecin, avec le niveau B2, elles pensent qu'elles vont pouvoir traduire ce que va dire le médecin, qu'elles sont compétentes pour traduire ce rendez-vous. Et dans ces cas-là, la personne sourde, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un interprète ou elle utilise l'infirmière qui est présente et qui connaît la langue des signes? Et j'ai une deuxième question. J'ai une deuxième question concernant le métier d'interprète. Donc il y a de plus en plus de risques. Donc il y a aussi les interfaces qui sont de plus en plus en augmentation, de plus en plus nombreux, parce que le diplôme c'est long, la formation c'est cher, donc en interface c'est pas mal, ça suffit pour ce qui est de la vie quotidienne. Donc là j'ai une question par rapport à ça. Donc les interprètes ont un niveau Bac+5, ça veut dire que avec des niveaux aussi différents. Voilà, il y a des situations où il n'y a peut-être pas besoin d'avoir un niveau très très élevé. Et donc, est-ce qu'on est obligé, dans ces cas-là, de payer un interprète qui a un niveau Bac+5 pour des situations de communication simple, qui n'exigent pas un niveau très élevé? Voilà. Donc, les personnes sourdes sont aussi confrontées à ce problème. Voilà, dans des entreprises, voilà, où il y a des interprètes et aussi des interfaces. Le métier, bien sûr, est différent. Voilà. Et quelle est la solution? Voilà. Alors en fait, pour la première question, il y a deux choses différentes. Il était question de niveau de langue des signes, donc B1, B2, etc. Donc là, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce qu'on appelle le cadre européen des langues. Ce sont des normes qui ont été définies au niveau européen pour évaluer le niveau de compétence en langue, et donc c'est adapté à n'importe quelle langue, y compris la langue des signes. Donc il y a la compétence en langue et il y a l'interprétation. Ce sont deux choses différentes. Il y a des gens, y compris, par exemple, je parlais d'anglais, des gens peuvent être très forts en anglais, mais ne pas être du tout interprètes français-anglais. Ce sont deux choses différentes. L'interprétation, c'est un métier particulier qui demande des mécanismes cognitifs très particuliers, tout un entraînement qui dure des années. C'est une compétence professionnelle. Comme beaucoup de métiers que l'on n'apprend pas du jour au lendemain, il faut des mois ou des années pour l'apprendre. Vraiment en ne travaillant que ce domaine-là. Et ce n'est pas parce qu'on connaît la langue des signes qu'on est forcément interprète. Ce sont deux choses très différentes. Alors, bon, il était question des hôpitaux. C'est vrai qu'en plus, c'est donc un domaine particulier avec tout un vocabulaire particulier. Et on comprend que dans un certain nombre de situations, le fait qu'il y ait par exemple une infirmière qui connaisse la langue des signes, même si ce n'est pas parfait, qu'elle puisse rendre service, c'est très bien. Effectivement, lorsqu'il est question de traduire par exemple des rendez-vous avec
beaucoup d'explications. Par exemple, s'il s'agit d'annoncer à une personne sourde qu'elle a telle ou telle maladie grave, quel traitement elle devra suivre, quelles répercussions cela aura pour sa vie, etc. Comme je parlais tout à l'heure de traduction avec responsabilité ou avec enjeu, lorsqu'il est effectivement il y a des questions graves, il vaut mieux faire appel à un interprète diplômé parce que il aura suffisamment de recul pour traduire donc avec un minimum de qualité. Et surtout, une des spécificités de l'interprète par rapport à ce qu'on appelle les interfaces, c'est-à-dire des gens qui connaissent un peu la langue des signes et qui essayent de faire plus ou moins d'interprétation, une des différences, c'est que l'interprète a du recul sur son propre travail, sur ses propres traductions. À tous les interprètes, il arrive de se tromper, ça c'est normal, c'est humain. J'expliquerai pourquoi. Notamment par le fait qu'on ne traduit jamais des mots, mais du sens, et que donc on est obligé de faire des hypothèses sur ce que la personne veut dire pour pouvoir traduire. Et quelquefois, ce que la personne veut vraiment dire, elle ne le dit que tout à fait à la fin, après une ou deux phrases. Donc nous, on est parti sur une hypothèse, mais en fait, c'était une autre hypothèse. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on est régulièrement obligé de se corriger nous-mêmes. Ce qu'il y a, c'est que l'interprète, lui, a du contrôle sur sa propre production et il sait adapter sa production en fonction de la situation. Ce que quelqu'un qui n'a pas toutes les techniques que l'on apprend en formation d'interprète, un interface n'a pas toutes ses compétences. Et donc, quand il sera engagé dans une erreur, il continuera dans son erreur et ça pourra avoir beaucoup de conséquences. Voilà. C'est simplement comme vous, quand vous faites des travaux chez vous, vous pouvez décider de faire appel à un bricoleur du dimanche, non diplômé, et qui n'apportera aucune garantie sur les travaux qu'il fera chez vous. C'est exactement pareil. Vous pouvez le faire, il y a des gens qui font ça, qui font appel à des bénévoles ou des gens qui payent pas cher pour refaire l'électricité. Vous avez le choix. Mais bon, s'il y a un incendie, tant pis pour vous, quoi. Pardon, Gilles, vas-y. Non, Gilles. J'ai peut-être une belle voix, mais c'est forte. Oui, j'aurais à ce moment-là deux questions. Une concerne le niveau de la langue. Dans certains domaines médical ou domaine juridique, il y a des langages très techniques avec des mots qui ne sont pas des mots du langage courant. Je pense à certains langages chez les notaires, par exemple, ou certains spécialistes médicaux. Comment l'interprète fait-il si manifestement le niveau de langue de l'entendant qui parle avec toute sa technicité et le niveau du sourd qui, lui, est comme moi, n'a pas du tout eu la formation technique. Comment fait-il pour s'adapter à ça? Première question. Deuxième question. Pendant une certaine époque, les communautés sourdes étaient relativement isolées les unes par rapport aux autres et on avait des grandes différences des différences dans les signes. Il y avait les signes de Poitiers, les signes de Toulouse, etc. On savait les identifier. Aujourd'hui, les sourds, en particulier les jeunes, sont beaucoup plus mobiles. La langue des signes évolue beaucoup. Comment les interprètes peuvent-ils continuer à se tenir au courant, finalement, de la langue qui est réellement pratiquée dans les communautés sourdes? Alors, en fait, il y a plusieurs questions. Premièrement, comme vous le disiez, quand il est question de spécialistes, que ce soit de notaires ou de médecins ou autres, la personne sourde est exactement dans la même situation que les personnes entendantes. Et c'est pas parce qu'il y a un interprète que la personne sourde va forcément comprendre. Et ça, quelquefois, on a des difficultés pour expliquer cela aux personnes sourdes qui font appel à nous, qui pensent que du moment qu'il y a un interprète, forcément, elles vont tout comprendre. C'est pas vrai. Si vous allez assister, par exemple, il y a
dans des domaines dans lesquels on est intervenu, par exemple en linguistique ou en informatique, mais au niveau ingénieur, etc., vous pouvez aller assister à des traductions que l'on a faites. Une personne qui ne connaît rien ne va rien comprendre. De même qu'une personne entendante qui entendra le professeur tenir des propos comme ça d'un certain niveau ne va rien comprendre. Et chez le notaire, c'est pareil. Régulièrement, il y a plein d'entendants qui sont là, qui écoutent, mais bon, sans trop comprendre, et puis qui signent à la fin. Voilà, quoi. Parce qu'il y a plein de vocabulaire très technique, et si on ne connaît pas... Bon. Pour ce qui est de l'interprète, nous on traduit. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ce serait un peu compliqué. Si un terme n'existe pas en tant que tel dans une langue, mais ça, c'est pas valable que pour la langue des signes, c'est pour toutes les langues, on trouve simplement une paraphrase. D'où la nécessité pour l'interprète d'avoir suffisamment de préparation, savoir de quoi il va être question pour au moins connaître tout le vocabulaire dont il va être question. En formation d'interprète, par exemple, on a des cours spécifiques sur, par exemple, le vocabulaire juridique, sur le vocabulaire médical, sur un certain nombre de domaines comme ça, dans lesquels on sait qu'on va être forcément appelé, et pour nous aider à nous préparer, d'une part. D'autre part, et ça rejoint la deuxième question, justement la langue des signes est en très forte évolution, et beaucoup de vocabulaire est créé par, je parlais tout à l'heure des sourds qui sont guides, par exemple au musée du Louvre, au guide scientifique à la Villette, etc., qui produisent eux-mêmes beaucoup de néologismes, ce qu'on appelle, c'est-à-dire des nouveaux signes, dans des domaines de plus en plus variés. Juste un petit exemple. Il y a une semaine, on a traduit à Bordeaux une conférence sur l'astronomie, et on a vu sur le site donc, de la Villette, la Cité des sciences et de l'industrie, il y a plusieurs vidéos en langue des signes par une des sourdes qui est guide scientifique à la Villette, qui s'appelle Claire Garguillet, qui a fait plusieurs vidéos en langue des signes sur l'astronomie, y compris avec tout un tas de termes qu'ils ont créés concernant l'hélium, concernant tout un tas de réactions chimiques dont il est question au niveau du Big Bang, etc. Et c'est un des domaines, un des endroits où on trouve beaucoup de néologismes, notamment maintenant c'est Internet, et parce qu'il existe une multitude de vidéos en langue des signes. Voilà. C'est aussi d'une part un des endroits où on trouve donc à se former pour l'évolution de la langue des signes. D'autre part, c'est participer à beaucoup de conférences, à beaucoup de congrès. Il y a régulièrement, par exemple, des congrès sur la linguistique de la langue des signes, avec beaucoup de spécialistes qui viennent parler de leurs recherches. Je parlais tout à l'heure des transferts, des choses comme ça. D'assister à des conférences, à des colloques, à des rencontres. C'est aussi un des endroits où on arrive à voir un peu l'évolution de la langue et à pouvoir continuer à se former de manière continue. Voilà. Je vais en profiter, moi, pour poser une question qui s'adresse plus, peut-être que qui a trait à l'idée de traduction, d'interprétation, mais qui, je pense, qui dérive un peu vers la linguistique aussi. J'ai un peu vu sur Internet et dans certains écrits tout un mouvement autour de l'idée de la capacité à écrire la langue des signes, autour du mouvement du sign writing en anglais, qui m'a l'air très complexe. Moi, je n'ai pas approfondi ça. Juste la question que moi je me posais par rapport à ça, c'est qu'intuitivement, j'ai l'impression qu'il y a un contresens linguistique dans l'idée d'écrire la langue des signes. Mais moi, je ne suis pas linguiste, je suis un peu locuteur en langue des signes, mais voilà. Est-ce que vous pouvez peut-être apporter des précisions là-dessus par rapport, moi, à cette intuition que j'ai là, et dire peut-être qu'il existe, sûrement peut-être des recherches actuelles sur ce sujet, et où est-ce que ça en est? Merci. Alors, c'est une question intéressante. C'est une question qui n'est pas nouvelle, puisque dès le 19e siècle, ont été publiés plusieurs livres avec des dessins et des tentatives de codification d'écriture de la langue des signes. Donc ça fait plus de 100 ans. Vous parliez de sign writing, il y a plusieurs systèmes en fait qui existent. Un autre allemand qui s'appelle Amnosis, il y a plusieurs. Le système américain est plus fait, au départ c'était un système uniquement pour écrire la danse et les mouvements de danse, et qui a été ensuite repris pour la langue des signes. Alors, quand on connaît, c'est un peu long à l'apprendre. Lorsqu'on le connaît, on peut effectivement arriver à écrire et à comprendre, à lire très exactement les phrases qui sont écrites. Le problème, c'est que d'une part, pour écrire, c'est extrêmement long.
Et ça demande beaucoup de temps à l'apprendre, et c'est pas naturel, quoi. C'est forcément laborieux. Donc ça limite un peu son usage. Il y a eu quelques tentatives, notamment à la classe bilingue de Toulouse, par exemple, ils ont essayé de le reprendre, mais bon, ça n'a pas forcément pris, quoi. D'autres, comme celui de l'Amnosis, le système allemand, c'est un système qui est encore plus compliqué, mais encore plus complet, où là, vraiment, on décrit chaque détail. Et en fait, c'est le système qui est repris, justement, on parlait tout à l'heure des avatars, c'est le système qui est repris en informatique pour pouvoir indiquer très précisément les gestes qui sont faits. Voilà. Donc c'est précis, mais alors là, c'est encore plus compliqué. Pour écrire une phrase, il faut 10 lignes, et bon, il faut y passer 3 heures. Donc, un contresens, pas forcément. Lorsqu'on regarde, parce que nous, on a l'habitude, ce dont vous parlez, c'est des écritures alphabétiques. Mais il y a d'autres types d'écritures, hiéroglyphes ou autres, qui ne sont pas forcément alphabétiques et qui peuvent correspondre à un type d'expression comme la langue des signes. Donc, linguistiquement, ce n'est pas incohérent. Et de fait, il y a des recherches qui sont menées à l'heure actuelle. Je parlais tout à l'heure de Christian Cuxac qui est à Paris 8. En fait, autour de lui, il y a toute une équipe de recherche. Et il y a une de ces personnes qui s'appelle Brigitte Garcia. Son signe, c'est comme ça, Brigitte. Donc, qui est une des profs de Paris 8 et qui fait des recherches spécifiquement sur cette question. Voilà. Tout à l'heure, vous avez fait allusion au CAPES ouvert aux sourds. Vous pouvez nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Donc, c'est une des conséquences de la loi du 11 février 2005, du fait que l'éducation nationale a maintenant la charge de l'enseignement de la langue des signes. Ça fait déjà 2 ans que, par exemple, la langue des signes peut être choisie comme option au baccalauréat. Donc, l'éducation nationale, puisqu'elle doit proposer cette langue, elle doit proposer des enseignants de cette langue. Et pour devenir enseignant dans l'éducation nationale, il faut passer soit un CAPES, soit une agrégation. Donc là, en l'occurrence, c'est un CAPES. Donc c'est tout nouveau. Les programmes d'enseignement de la langue des signes ont paru l'an dernier et cette année. Et donc le CAPES a été annoncé cette année pour sa première mise en place en 2010. Donc concrètement, juste en ce moment, je crois octobre-novembre, c'est la période d'inscription. Les conditions sont exactement les mêmes que pour tout CAPES. Voilà. En mars, il doit y avoir les premières épreuves écrites. Et après, en avril-mai, des épreuves orales. Exactement les mêmes types d'épreuves que pour tous les CAPES. C'est les mêmes. Voilà. Et si vous allez par exemple sur le site du CIS, cis.gouv.fr, vous aurez tout le détail des épreuves, des dates, des conditions d'inscription, vous avez tout. Oui, donc c'est ouvert en fait à des sourds qui ont quand même fait des études. Oui, d'ailleurs, c'est un peu pour ce CAPES qu'à Paris 8, par exemple, ont été créées 2 licences d'enseignants de langue des signes. Et alors, petite parenthèse, je ne sais pas si vous connaissez un peu la situation de l'éducation nationale, mais c'est aussi en très forte évolution, et y compris les CAPES, puisqu'il est question de ce qu'on appelle la masterisation des CAPES. Oui. C'est-à-dire que jusqu'à présent, il fallait une licence, et à l'avenir, il faudra un master. Mais bon. Donc la langue des signes sera aussi, suivra le même rythme que tous les autres CAPES. Voilà. C'est pour ça qu'au départ, ont été créées des licences d'enseignants de langue des signes, à Paris 8, mais à l'avenir, ce seront des masters, quoi. Voilà. Moi, je souhaiterais, bonsoir. Moi, je souhaiterais savoir, au niveau de, vous avez parlé de langue des signes française et de langue des signes internationale. Alors, c'est vrai que moi, en tant qu'entendante, j'ai du mal à voir quelles sont les différences, que je suppose qu'il y a donc des langues des signes dans d'autres pays. Voilà, donc, où se loue cette différence, s'il vous plaît? C'est vrai, c'est une question qui est très fréquente et normale. De fait, les langues des signes sont différentes. Donc, on parlait tout à l'heure des régions. Autrefois, en France, bon, même si évidemment on se comprenait, mais les langues des signes étaient un peu différentes selon les régions. Maintenant, du fait, oui, j'en ai pas parlé, de l'évolution notamment d'Internet, la langue des signes s'uniformise un petit peu partout en France. Donc, il y a des différences selon les pays. Essentiellement, ce sont des différences de vocabulaire.
Pourquoi? Parce qu'une grande partie du vocabulaire de la langue des signes est ce qu'on appelle iconique, c'est-à-dire il reprend des images de la réalité. Comme maison en France, c'est le toit pointu parce que c'est la maison traditionnelle en France. Il est évident qu'en Chine ou au Groenland, c'est pas comme ça. Bon. Et c'est pareil pour tous les domaines. C'est pas encore tout à fait, les recherches sont pas terminées, mais les premières recherches comparatives sur les grammaires entre langues des signes montrent que les grammaires sont à peu près similaires dans toutes les langues. Et c'est une des raisons pour lesquelles les sourds de tous les pays peuvent se comprendre aussi facilement. Et si vous avez l'occasion, un des trucs passionnants, c'est d'aller au Congrès mondial des sourds. Vous voyez des sourds de 60 pays qui discutent entre eux. Quand on n'a pas l'habitude, c'est un peu étonnant, mais bon. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Bon, ben je propose... D'accord, non, c'est pas une question. Je vous propose donc de clore cette discussion et cette conférence. Je vous remercie beaucoup sur cette intervention et puis excusez-moi pour la voix. Malgré votre voix en défaillance. Je tiens à vous rappeler que vous êtes l'auteur d'un ouvrage donc, qui s'intitule, je n'essaie de ne pas écorcher, Un mois entre sourds et entendants, voilà. Un mois avec un interprète en langue des signes, qui est en vente là-haut dans le hall avec un libraire, qui a d'ailleurs des ouvrages plus généraux sur le thème de la langue des signes. Je vous rappelle que le petit film que vous avez vu tout à l'heure, qui a été diffusé pendant que vous attendiez, puis juste avant la conférence, est quelque chose qui a été mis en place par la Fédération nationale des sourds de France dans le cadre des Journées mondiales des sourds, et qu'il est possible de se procurer ce petit film sur DVD. Et là, il faudra s'adresser à la Maison des sourds de la Haute-Vienne. Voilà, qui a un stand là-haut, comme l'ensemble des associations qui participent à l'élaboration de ces journées, que je tiens encore une fois à remercier, parce que sans tout le monde ici, il n'y aurait pas ça ce soir. Je vous rappelle brièvement le programme de demain. Demain, nous démarrons à 10h30 dans l'espace jeunesse à l'étage de la bibliothèque avec un conte en français et en langue des signes avec deux comédiens, une comédienne entendante et un comédien sourd. Il y aura à 11h une visite en langue des signes de la bibliothèque et de ses fonctions. Vous aurez à partir de 14h la projection du film Sourds et malentendus en présence de ses auteurs Sandrine Hermann et Igor, alors je vais écorcher son nom, Ostrovitz, je crois, voilà, c'est fait, c'est écorché, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Ça, c'est à 14h. À 16h, vous aurez une autre visite de la bibliothèque ainsi qu'une initiation à la langue des signes. Et à partir de 17h, dans cette salle, vous aurez ici la présentation du spectacle de l'atelier théâtre sourd-entendant qui vous présentera L'heure du coucou. Voilà. Je tiens à vous rappeler, parce que vous avez pu en voir quelques panneaux ici, il y a l'exposition qui retrace les 110 ans de l'association des sourds en Haute-Vienne, qui a porté plusieurs noms depuis sa création. C'est une exposition qui a été remise à jour dans le cadre des Journées du patrimoine et sous l'impulsion de Lévi Lacroix, président de la Maison des sourds de la Haute-Vienne, mais aussi de soutien très précieux de Mme Balanche, élue plutôt au tourisme, conseillère municipale, voilà, secrétaire général de l'Office du tourisme, qui est là à nos côtés aussi pour porter voilà, toutes ces actions que j'en profite pour remercier ce soir. Donc cette exposition est présente ici dans la salle et là-haut dans ce qu'on appelle le jardin d'hiver, c'est ce qui est derrière les bornes d'accueil de la bibliothèque. Voilà. Je vous remercie d'avoir partagé cette soirée avec nous. Je vous souhaite un bon retour et puis à demain. Voilà. Merci.